Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Véronique Moreira, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente collège et éducation de la métropole de Lyon et vous venez d'annoncer un plan pour les collèges de la métropole de 300 millions d'euros, ce qui est un peu plus que ce qui était consacré dans le précédent mandat, ce qui était 257 millions d'euros sur le dernier mandat, si je ne me trompe pas. C'était 247, oui. 247 qui avait été consommé, oui. Quelle est l'ambition de ce plan ? Alors, l'ambition, elle est en trois parties, mais sur l'investissement, c'est d'abord de répondre aux besoins. Vous savez que quand on est arrivé, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de connaissances très claires et très transparentes de l'état de santé des bâtiments. Donc on a fait une revue de l'aspect de la qualité des bâtiments, de leur état de santé. Et puis on a fait aussi une revue très précise du nombre de collégiens et de collégiennes qui étaient attendus dans le mandat. On sait, d'après les prévisions actuelles, qu'on attend 3000 jeunes dans les collèges pendant ce mandat. Donc une grosse tension et une nécessité de construire des équipements pour les accueillir. Donc on a fait cet état des lieux. Et une fois que cet état des lieux a été fait, on a fait une planification pour savoir où on devait construire des collèges dans l'urgence et puis à plus long terme, et où on devait engager des réhabilitations lourdes pour que les collégiens, les collégiennes et les équipes éducatives arrivent dans des lieux dignes d'eux, dignes des apprentissages, qui soient des lieux qui répondent aux enjeux de la lutte contre le changement climatique, du confort de vie, et puis tout simplement de l'accueil, la nécessité d'accueillir. Donc ce plan, il répond à ça. Une urgence, un constat très préoccupant du manque d'équipements et du mauvais état des équipements, de beaucoup d'équipements existants. Donc il y a 3 constructions de collèges prévues dans le mandat. Vous voulez situer 5 constructions nouvelles, enfin repérer les terrains pour 5 constructions nouvelles d'ici la fin du mandat et engager une douzaine de rénovations, c'est ça ? C'est à peu près ça, oui, là où on en est. On a déjà livré 2 collèges là, à cette rentrée, Gisèle Halimi dans le 7e et puis Simone Veil à Saint-Priest. On va livrer l'année prochaine... Qui avait été lancé sous les précédents mandats, Absolument. comme les 3 constructions que vous allez faire d'ailleurs. Qui avait été lancé dans le précédent mandat, je ne crois pas. Il y avait des prévisions qui avaient été faites. Tout n'avait pas été posé dans l'ancien mandat. Donc on va livrer un collège à Villeurbanne et puis construire 2 collèges pour lesquels on a pris des décisions et où on engage les travaux. Donc un à Vénissieux et l'autre à Albigny pour lequel rien n'avait été fait dans l'ancien mandat. Non. Alors celui de Vénissieux, lui avait été imaginé. Plusieurs mobilisations. On disait qu'il ne faut pas le construire ici, à Vénissieux, au pied de Saint-Fond, en disant que c'était le positionner là, c'était additionner les problèmes aux problèmes, c'est qu'on n'allait pas avoir beaucoup de mixité. L'association No Ghetto, notamment, vous demandait à renoncer à la construction de ce collège. Qu'avez-vous répondu ? Alors, vous me posez la question de la mixité. Je pense qu'il faut voir les choses aussi sur le plan de la métropole, à un plan général. La mixité, c'est une préoccupation régulière, puisque chaque fois qu'on construit un nouvel équipement, ou même qu'on agrandit un équipement, ou selon l'état des lieux que nous faisons, on regarde, on est très attentif à ne pas déséquilibrer, notamment au niveau de l'indice social, à ne pas déséquilibrer les nouveaux collèges ou les anciens collèges. Donc c'est quelque chose qu'on regarde régulièrement. Maintenant, la question qui se pose à Vénissieux, oui, la question de No Ghetto, c'était ne pas construire un collège dans un quartier, alors que les habitants de ce quartier, les habitantes, me semble-t-il, ont droit, comme les autres, à avoir des services publics, de l'éducation, des transports en commun, de la réhabilitation des quartiers. Donc, ce serait ajouter un problème encore à d'autres problèmes que de ne pas proposer d'équipement pour ces jeunes qui ont besoin de collège, qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin d'équipes enseignantes. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir le problème comme ça. Là où je partage... Votre discours, c'était de dire qu'il y avait le collège Allard à Saint-Fond qui était déjà dans un secteur défavorisé et qui déborde, il y a trop d'élèves. Il faut donc un nouveau collège et il trouvait assez injuste que ce nouveau collège soit placé sur le territoire de Vénissieux, au pied des Maguettes, et donc qu'on les remette avec d'autres habitants en difficulté. En fait, le périmètre scolaire n'est pas encore étudié. Le quartier et les abords sont tous c'est des quartiers qui changent énormément. Sur le Grand Paris, il y a énormément de constructions avec une diversité de personnes qui vont habiter là. Donc la carte scolaire, je ne sais pas comment on va aboutir. On démarre à peine les travaux avec ce souci d'avoir une carte scolaire qui permette, en tout cas qui, sur le papier, permette de la diversité. Après,
rien ne dit que la diversité qu'on va essayer de mettre en place, l'hétérogénéité qu'on va essayer de mettre en place, qu'elle soit bien suivie par les familles. On a quand même aussi la concurrence de l'école privée, qui fait que tout le monde ne choisit pas le collège public. On a aussi un travail très important à faire avec l'éducation nationale pour s'assurer que ce bâtiment que nous allons construire, qui sera un bâtiment exemplaire, qui sera un bâtiment qui vraiment fera face aux enjeux du changement climatique, qui sera confortable, qui assurera aussi la conservation de la biodiversité, enfin qui sera vraiment un lieu de vie et un lieu précurseur de ce que peuvent être les bâtiments ambitieux. Donc nous, on met le paquet là-dessus. On va mettre, j'espère que vous m'interrogerez aussi sur les cantines, parce qu'on va mettre aussi le paquet sur la cantine. C'est quand même un élément très important d'éducation. Et après, nous, on ne met pas les moyens éducation nationale. Donc on travaille avec l'éducation nationale pour que eux, de leur côté, mettent les moyens en termes de qualité des enseignements et aussi de filières attractives qui permettent à des familles de dire c'est là que je veux mettre mon enfant parce que là, il y a des filières qui sont très intéressantes pour son avenir, pour son présent et pour son avenir. Donc la diversité, vous voyez, c'est quelque chose de très complexe. La mixité, c'est quelque chose de très complexe. C'est assurer qu'on construit des services publics partout sur le territoire, mais aussi assurer que les services publics sont de qualité et donc travailler avec l'ensemble des partenaires, les villes, l'éducation nationale, les parents. Vous seriez prête à mettre en place un indice de mixité et d'origine comme l'association vous le demande ? Oui. Et donc, du coup, d'évaluer la politique, vos résultats à la fin du mandat, voir si ça s'est amélioré ou pas. Oui. D'accord, c'est un engagement important qu'on suivra, du coup, avec intérêt. Sur le plan de construction, ce qu'on note, évidemment, c'est une volonté de végétalisation, de désimperméabilisation des sols. On ne parle pas de cours dégenrés cette fois. Il n'y avait pas de question de trouver un usage équilibré des cours. Ce n'est pas un sujet qui se pose dans les collèges. Bien sûr que si, c'est un sujet qui se pose dans les collèges. C'est très important. En tout cas, ce n'est pas dans le communiqué de presse, on n'en parle plus là. Ce n'est pas dans le communiqué de presse tel quel. En fait, vous savez, l'architecture, la façon dont on aménage la ville, ça induit aussi des changements de comportement. Moi, je trouve très étonnant, même étonnant le mot est faible, que dans une cour de récréation, vous avez tous les garçons au milieu et puis les filles sont au bord sagement et n'investissent pas les espaces. C'est aussi parce que les espaces sont faits, induisent des comportements. Si nous, on végétalise, on casse un peu ces grands blocs minéraux, si on a des espaces où s'asseoir au milieu de la cour, des espaces ombragés, on assure que les espaces pourraient être investis aussi par les filles qui n'ont peut-être pas les mêmes, pas exactement les mêmes codes sociaux dus à l'éducation que les garçons, mais aussi pour les enfants en situation de handicap, ceux qui sont moins, qui n'ont pas exactement les mêmes attitudes. Donc on assure, pour les filles, mais aussi pour tous, des espaces publics qui soient plus confortables. Donc il faut faire de l'inclusif, mais il ne faut pas trop le dire. On sent qu'il y a une volonté d'éviter les polémiques nationales sur le sujet en ce moment. Parce que, en fait, les propos sont très rapidement déformés, amplifiés et déformés. Moi, je pense que partout dans la société, mais en particulier au collège, les questions de préjugés, de stéréotypes entre les filles et les garçons, c'est très important. Donc je pense que la délégation éducation doit accorder une grande importance à l'égalité entre les filles et les garçons. Les cours en font partie. Et quand on travaille sur l'égalité entre les filles et les garçons, on travaille pour le bien de tous et de toutes, y compris des personnes, des élèves, des jeunes qui n'ont pas accès au même comportement que ceux qui ont toute la place d'habitude. J'ai vu que vous vouliez des processus de construction inclusifs. Là, j'avoue que je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais que vous vouliez surtout des collèges ouverts pour que les habitants puissent s'en emparer. Oui. Quand vous parliez tout à l'heure du collège de Vénissieux, en fait, une des choses qu'on peut remarquer, c'est qu'à partir du collège, enfin peut-être à l'école primaire, mais c'est assez marqué au collège, les parents ont moins accès à ces bâtiments, à la communauté éducative, ont moins accès à ce qui se passe dans ces lieux. Donc il y a, je pense, un vrai enjeu à permettre aux parents d'entrer dans l'école, de connaître ce qui s'y passe et d'intervenir aussi de façon coopérative avec la communauté éducative. Et donc, permettre aux parents de prendre place au débat, c'est extrêmement important. Et puis, je vous disais tout à l'heure que l'architecture induit aussi des comportements. Dans les collèges, le collège de Saint-Fond avait travaillé sur ce sujet. On met en place des espaces où les parents sont accueillis. Donc, il y a certains collèges à Vaux-en-Velin, par exemple, où les parents
bénéficient de cours d'accompagnement à l'informatique, par exemple. Donc il y a des lieux où ils sont accueillis, des lieux qui sont à eux, où ils peuvent se familiariser avec les bâtiments et avec les équipes. Vous avez dit un mot sur les cantines. Vous souhaitez construire des cantines dans les collèges qui n'en ont pas. L'objectif, c'est que tous les collèges, à la fin du mandat, aient leur propre cantine, ou on n'en sera pas là? Non, on n'en sera pas là. On a 16 collèges qui n'ont pas de cantine à ce jour. On ne peut pas construire 16 cantines là, dans un mandat. En revanche, on les a bien listées et on les a bien planifiées, donc c'est un travail sur plusieurs mandats. Dans toutes les réhabilitations qu'on fait, dans toutes les constructions déjà, on aura une cantine en régie, c'est-à-dire ce qui suivra la politique métropolitaine d'alimentation dans les cantines. On aura de la production sur place, de qualité, des repas de saison sains, cuisinés comme à la maison, dans tous les collèges qu'on construit. Dans les collèges qu'on réhabilite, qu'on va réhabiliter, on va mettre en place des cantines aussi, comme à Mermoz par exemple, où il n'y en avait pas. Et puis on va créer des cantines, en particulier pour commencer, on l'a annoncé la semaine dernière, à Vaux-en-Velin, où il n'y a pas de cantine dans les collèges, donc on va en créer une à Aimé-Césaire, qui accueillera les élèves d'Aimé-Césaire et puis les élèves d'en face du collège Barbus, qui est juste de l'autre côté de la rue, puis peut-être des élèves d'un autre collège. Donc on ne va pas déployer dans ce mandat, mais on commence à dire que c'est indispensable d'avoir un lieu d'accueil des jeunes, un lieu d'accueil où on leur propose des repas équilibrés, sains, bons pour la santé. Allez, un dernier mot sur la primaire écologiste. Dimanche dernier, vous avez été l'une des seules élues lyonnaises écologistes à faire la fête, quand tous vos camarades, l'essentiel de vos camarades soutenaient Éric Piolle et donc faisaient un peu triste mine. Est-ce qu'elle a vraiment des chances d'emporter la primaire et de vous conduire à la présidence de la République? Alors je n'ai pas été la seule, hein, je pense que... Vous souteniez Sandrine Rousseau, j'ai oublié de le dire, Oui. excusez-moi. Voilà. Oui, je soutiens Sandrine Rousseau à titre personnel. Je ne suis pas la seule, il y a d'autres élus, y compris des élus métropolitains et métropolitaines, qui la soutiennent. Oui, j'étais très satisfaite de voir qu'elle avait franchi ce cap. Et en même temps, pas tellement étonnée, parce que je crois qu'elle parle vrai. En fait, elle a très bien identifié les enjeux, elle a très bien identifié les inquiétudes qui nous traversent, de la population, des scientifiques, et elle propose une posture de changement, une posture radicale, forte et ferme. Et le résultat de la primaire montre qu'elle a touché au-delà des écologistes et que son discours a remporté l'adhésion. Donc je lui donne toutes ses chances, oui, pour le second tour. On l'avait reçue d'ailleurs ici, on avait compris ça ne faisait pas plusieurs années qu'elle se prépare à la présidentielle, que c'est une ambition qui est relativement récente. Est-ce que ça peut suffire pour porter les écologistes à la présidence de la République? Ce qui est important pour porter les écologistes à la présidence de la République, c'est un discours clair, qui soit bien lucide face aux enjeux, et qui propose des solutions, et pas des solutions de réforme, vraiment des solutions de changement. Moi, je pense qu'un discours lucide et objectif, c'est un discours d'espoir, c'est un discours qui réconforte. On se dit, bah voilà, elle a compris de quoi on parle, elle a compris les enjeux, elle va mettre les choses en place. Véronique Moreira, je vous remercie, et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.